Aujourd'hui, la leçon porte sur l'analyse du contexte et la justification, bien sûr, du projet. Attendez, je crois que j'ai... Ah, voilà, c'est ici. L'analyse du contexte, justification du projet, la formulation des objectifs, la revue de littérature et les résultats attendus. Alors, de façon générale, comme j'avais dit, l'analyse doit porter sur au moins les contextes internationaux, régionaux au niveau africain et le contexte national. Alors, il y a un certain nombre de visions ou de cadres qui sont considérés comme des cadres de référence. Et quand vous élaborez un projet, il faut le plus possible se référer à ces cadres-là, montrer que les idées que vous voulez mettre en œuvre cadrent très bien, sont en adéquation avec ce qui est prévu dans ces documents. Alors, au niveau international, évidemment, c'est des objectifs du développement durable. Ça doit être une référence à tout ce que vous faites en termes de projet. Et donc, c'est des objectifs qu'il faut essayer de lire pour vraiment vous les approprier, les assimiler. Ce sont ces 17 objectifs qui ont été adoptés par tous les pays du monde en 2015 comme cadre conceptuel de développement durable pour tous les pays. Avant, il y avait un cadre qu'on appelait les objectifs du millénaire pour le développement qui mettait l'accent presque exclusivement sur les pays en développement. Maintenant, c'est tous les pays. Donc, ce qui se passe, comme j'avais dit hier, il y a un objectif 17, qui porte sur l'engagement que les pays ont pris et les organisations internationales pour assurer que les ressources nécessaires sont mobilisées pour mettre en œuvre ces objectifs au niveau national. Donc, il faut qu'au niveau national, le plan de développement national qui est proposé soit si vous voulez, une traduction des objectifs de développement au niveau national. Donc, ces objectifs sont vraiment primordiaux si vous voulez développer un projet que vous soumettez à un bailleur. Maintenant, quand on fait l'analyse du contexte, il faut même aller un peu au-delà des objectifs parce que pour chaque objectif, il y a des cibles. En fait, ces cibles montrent exactement comment est-ce qu'on devrait s'aligner sur les objectifs, parce que de façon générale, ça peut ne pas être très clair, mais il faut descendre, aller dans les cibles. Donc, ça, c'est au niveau international. Au niveau africain, il y a une vision qu'on appelle Vision 2063 de l'Union africaine. Parfois, on l'appelle aussi Agenda 2063. Ça, c'est le cadre conceptuel approuvé par tous les pays africains comme cadre qui doit régir toutes les stratégies de développement au niveau africain. Alors, on peut se dire 2063, c'est très loin, c'est vrai, mais l'Union africaine, pour mettre en œuvre cette vision, l'Union africaine a adopté des stratégies. Pour le moment, il y en a au moins 2 qui sont adoptées. Une stratégie sur les sciences, technologies, innovation pour la période, je crois, 2014-2024. Et puis, il y a une autre stratégie continentale pour l'éducation, et ça, c'est 2020 et 2016-2025. C'est toujours bien de se référer aussi à ces stratégies pour montrer que le projet que vous voulez promouvoir est pertinent pour non seulement le contexte international, mais aussi le contexte africain. Les bailleurs, en général, ils demandent qu'on montre cette relation entre ce que vous voulez proposer et ces cadres et ces visions conçues au niveau africain et international. Bien sûr, si c'est un projet qui se passe au niveau national, il faut vous référer au plan national de développement et aux politiques sectorielles. Alors, le plan national de développement pour le Burundi, c'est le plan 2018-2027. C'est un plan décennal. En fait, c'est le plan national de mise en œuvre des objectifs ODD au niveau national. Donc, il faut toujours prendre ça en compte. Bon. Maintenant, ici, on avait parlé de ça de façon générale. Après, si on veut faire cette analyse, il faut absolument avoir un thème. Un thème parce que pour chaque thème, le contexte est différent.
Alors, comme j'avais dit, moi, je vais travailler sur le thème de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de l'agroalimentaire au Burundi. Et c'est une analyse du contexte qu'on va faire pour ce thème-là, mais cette analyse, normalement, s'applique à tous les thèmes. Alors, l'analyse, il faut d'abord montrer que ce thème est important et pertinent au niveau national, et cela, bien sûr, ça va se traduire à travers les documents, d'abord le plan lui-même, et à travers les politiques sectorielles. Et par exemple, quand on parle de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est la politique nationale sur l'emploi des jeunes, sur l'entrepreneuriat, et montrer que ce que vous voulez poser sont en adéquation avec ces documents. Bien sûr, on doit, comme j'avais dit, prendre en compte au moins le contexte africain et montrer que ce qu'on fait n'est pas en contradiction, ce qu'on propose n'est pas en contradiction avec ce qui s'est fait au niveau africain. Alors, nous allons commencer par le secteur agricole en Afrique, montrer que nous nous plaçons dans un cadre général qui est important, qui est pertinent pour toute l'Afrique et pour le Burundi notamment. Alors, il y a un certain nombre de données statistiques qu'il faut utiliser. L'agriculture en Afrique, de façon générale, contribue pour 32% du PIB. C'est très important, c'est très élevé. Et aussi pour 65% des emplois. Donc, en Afrique, 65% des jeunes travaillent dans le secteur agricole. C'est beaucoup, c'est plus que la moitié de la population des jeunes. Bien sûr, on verra quel est le type de travail et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est un fait qui est reconnu. Et ça, ce sont des statistiques de la Banque mondiale. Alors, au niveau africain, il y a eu aussi plusieurs engagements qui ont été pris par les sommets des chefs d'État pour montrer que l'agriculture est très importante. Il y a notamment ce qu'on appelle, je crois, la déclaration de Maputo sur le financement de l'agriculture, où les pays se sont engagés à allouer, je crois, au moins 10% du budget national à l'agriculture. Il y a un autre cadre, une autre déclaration importante, c'est la déclaration de Maputo, pas de Maputo, de Malabo, qui dit qu'il faut donner la priorité à la formation des jeunes, pas uniquement pour les diplômes, mais surtout pour les compétences. Et là-bas, ils reconnaissent que cela doit se faire à travers des programmes de master et des programmes de doctorat. Donc ça aussi, pour certains projets, il faut montrer qu'on est en ligne avec cet engagement. Maintenant, l'autre réalité, ici on dit que 65% des jeunes travaillent dans le secteur agricole, mais les compétences de ces travailleurs sont très faibles et donc les revenus sont faibles. Donc, un des objectifs serait, au lieu de créer d'autres emplois là-bas, c'est plutôt essayer de renforcer les capacités des jeunes qui sont là-bas pour qu'ils puissent améliorer leurs revenus et donc améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est le secteur agricole en Afrique. On verra peut-être au Burundi où est-ce qu'on met l'accent sur cela. Alors, l'autre élément d'analyse, comme on veut parler de l'emploi des jeunes, il faut voir quelle est la situation de l'emploi des jeunes en Afrique et puis on va revenir au cas du Burundi. Il y a un certain nombre de projections qui sont faites par les Nations Unies et il y a des rapports qui montrent que d'après les analyses qui ont été faites, les projections, et dans les 2 prochaines décennies, il y aura 330 millions de jeunes africains qui seront à la recherche d'un emploi en Afrique subsaharienne. En Afrique, je ne sais plus si c'est subsaharienne ou de façon générale. La situation actuelle, c'est qu'il y a 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Vous voyez que c'est très loin de 330 millions. Donc, la situation, si elle n'est pas maîtrisée, va exploser. Maintenant, on a seulement 10 à 12 qui arrivent. Dans 20 ans, il y aura 330 millions. Et pour le moment, il n'y a que 3 millions d'emplois formels qui sont créés chaque année. 3 millions. Cela signifie que la plupart des jeunes, et dans certains pays, c'est jusqu'à 80% des jeunes, ils sont dans le secteur informel, l'agricole, les petits emplois comme les garages dans les cités, des choses comme ça. Alors, pour aider ces jeunes, il faut des programmes, pas de formation, mais de renforcement des compétences. Mais on se rend compte aussi que même pour le secteur formel, les 3 millions,
les jeunes qui arrivent là-bas, les compétences, les connaissances qu'ils ont acquises à l'école ne cadrent pas avec les compétences qui sont recherchées par les employeurs. C'est ce qu'on appelle maintenant, on qualifie par l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Bien sûr, une des raisons, c'est que les programmes qui sont mis en œuvre par les institutions d'enseignement supérieur ou d'autres niveaux ne tiennent pas compte des besoins. Ça aussi, c'est peut-être un domaine où on a besoin de faire des projets, de faire des activités. Les gens sont formés, mais quand ils arrivent sur le lieu du travail, ce qu'ils ont appris ne correspond pas à ce qu'ils doivent faire, à ce qui est attendu comme compétence. Alors, quelques perspectives. D'abord, la Banque africaine de développement a élaboré une stratégie en 2016, ça s'appelle Stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique. Et la stratégie projette de former, de créer 25 millions d'emplois pendant cette période, 2016-2025, et aussi de former 50 millions de jeunes dans les 10 prochaines années. C'est une bonne chose, mais par rapport à la projection de 330 millions, c'est encore faible. Et les domaines aussi sont ciblés. Ce n'est pas tous les domaines. La BAD a décidé de le faire dans 3 domaines, le domaine de l'agriculture, des industries et d'éthique. Donc, s'il y a d'autres domaines, ces domaines sont exclus de cette stratégie. L'Union africaine vient aussi de lancer un projet avec la contribution financière des Allemands. Ça s'appelle en anglais Skills for Youth Employability Project. Alors, ici, il faut considérer, il y a deux concepts, l'employabilité et l'auto-emploi. On va y revenir. L'employabilité, c'est-à-dire, c'est vous former des jeunes qui arrivent là-bas, mais ne peuvent pas, ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour être employés. Donc, il faut améliorer cette partie-là pour que la formation qu'ils reçoivent soit complètement en adéquation avec les besoins du monde de l'emploi. On va voir comment on peut faire cela. Donc, il y a quand même quelques perspectives. Ça montre qu'il y a une reconnaissance de ce besoin au niveau africain. La BAD l'a exprimé, l'Union africaine l'a exprimé. Il y a peut-être d'autres stratégies au niveau sous-régional, mais ce n'est pas très important ici. Il y a aussi des défis. Il y a ces perspectives, on a vu, on veut créer autant d'emplois, mais la population jeune de l'Afrique, on constate qu'il y a une croissance rapide, très rapide. Cette population doit doubler d'ici 2050. Et donc, les besoins sont encore là. La population va atteindre 830 millions. Non, je crois que je me suis trompé. Ce n'est pas millions d'euros, je crois que c'est des millions de la population. Je crois que c'est des millions de jeunes, quoi. La population va doubler. Alors, il y a d'autres défis. On se rend compte qu'aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à 420 millions. À 2050, on s'attend à 830 millions, donc c'est pratiquement le double. Mais aujourd'hui, les jeunes, entre 15 et 35 ans, le tiers de cette population est au chômage. Un tiers de la population des jeunes est au chômage. Ça, c'est le chômage ils sont au chômage. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a qu'une personne sur 6 qui occupe des emplois salariés. Donc, encore une fois, la majorité des jeunes sont dans le secteur informel avec des compétences faibles et des revenus faibles. Donc, s'il faut faire un projet qui soit pertinent au niveau de l'emploi des jeunes, je crois que ça, c'est un élément important. Mettre l'accent sur les jeunes qui sont dans le secteur informel, qui ont des compétences faibles, et donc améliorer leurs compétences pour pouvoir améliorer leurs revenus. Alors, maintenant, on a fait une brève analyse au niveau africain. On vient maintenant au cas du Burundi. Le Burundi donne une très grande priorité au développement agricole et à l'emploi des jeunes. Alors, si vous allez dans le plan national de développement pour 2018-2027, il y a plusieurs éléments qui le montrent. D'abord, parmi les axes de développement, le pays veut augmenter la production agricole
et renforcer l'autosuffisance alimentaire. Voilà encore d'autres éléments qu'on peut utiliser, l'autosuffisance alimentaire, et le mettre aussi dans les éléments de l'analyse du projet. Donc, augmenter la production agricole, le renforcement de l'autosuffisance alimentaire. L'autre élément, c'est diversifier les exportations par la promotion des entreprises agro-industrielles et la création d'emplois décents. Donc, ça revient ici, vous voyez le lien entre ce que nous voulons faire pour l'emploi des jeunes dans l'agro-industriel. C'est un élément qui est déjà dans la politique nationale et donc un élément qui est pertinent pour le Burundi et surtout compte tenu du fait que le Burundi donne une haute priorité au développement du secteur agricole. Alors, les autres éléments qu'il faut prendre en considération, voilà, et les autres éléments, il y a, on revient sur l'employabilité. Alors, vous savez, la réforme BMD que vous connaissez tous, l'un des objectifs de cette réforme, c'était de promouvoir des programmes de formation qui soient vraiment en parfaite adéquation avec les besoins du monde de l'emploi. C'est pour ça qu'on demande, lorsque vous êtes en train de développer des offres de formation, il faut impliquer le monde du travail. Si vous voulez former des jeunes qui vont travailler à la SOSUMO, qui vont travailler après à la régie des eaux, il faut impliquer les gens qui sont là-bas. C'est eux qui connaissent les besoins et peut-être même une partie de la formation doit se faire dans l'entreprise. Ça, c'est les approches modernes. L'étudiant ne peut pas dire « je vais travailler à la régie des eaux » et faire toute sa formation à la faculté de sciences de l'ingénieur sans mettre ses pieds là-bas. Il va juste pour des stages de quelques jours, de quelques mois. Non. Aujourd'hui, les programmes de formation, les curricula sont développés de telle façon que l'étudiant passe peut-être 50% de sa formation là-bas, dans l'entreprise, parce que c'est là où on connaît les besoins, c'est là où on va le former sur les compétences dont il a besoin. Et après cette formation, il a un niveau élevé d'employabilité. Il peut être employé tout de suite. Dans certains pays comme l'Allemagne ou même le Botswana, vous avez déjà, vous signez un contrat avec l'entreprise, on vous forme, vous êtes comme un employé de l'entreprise et à la sortie, vraiment, vous changez juste de statut, vous n'êtes plus étudiant, vous devenez employé dans cette entreprise. Ce sont des modèles très efficaces, mais nous ne sommes pas encore là. Alors, au Burundi, le secteur formel n'est pas développé pour absorber tous les diplômés, c'est comme un peu partout en Afrique. Et donc, le chômage des jeunes est très élevé. Et ici, c'est 3 fois plus élevé que pour les adultes qui ont plus de 35 ans. L'autre élément ici qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis quelques années, plusieurs années d'ailleurs, on a gelé les recrutements dans le secteur formel et il y a quelques exceptions, c'est le remplacement des employés qui sont décédés ou qui sont partis à la retraite. Mais même là, ce n'est pas garanti. C'est ce qui est prévu, donc les recrutements sont gelés. Et donc, il faut prendre tout cela en compte. Alors, quelles sont les conclusions qu'on tire de cette analyse au niveau africain, au niveau international, évidemment, c'est les ODD, au niveau africain, au niveau du Burundi, où on veut mettre en œuvre ce projet. Il y a un certain nombre de conclusions qu'on peut tirer. D'abord, on voit partout que l'emploi des jeunes est une priorité. Priorité pas seulement en Afrique, pas seulement au Burundi, mais au niveau mondial, c'est une priorité. Donc, c'est un problème. Si on veut aborder une question liée à ça comme projet, c'est très pertinent. En Afrique, la majorité des jeunes sont dans le secteur agricole. Donc, si on veut promouvoir un projet dans ce domaine-là, c'est très pertinent. Alors, les jeunes sont dans le secteur informel, dans plusieurs pays, y compris au Burundi. Donc, il faut tenir compte du fait qu'ils travaillent déjà, mais ils ont des compétences limitées et ils ont aussi des revenus limités. Il faut les aider à améliorer leurs revenus à travers le renforcement de leurs compétences. Alors, on parlait de l'employabilité. L'employabilité des jeunes est un problème, mais cela tient surtout compte vient du fait que les offres de formation sont, par exemple, pour les cas des universités, les offres sont
élaborés au niveau des universités, peut-être par des collègues qui n'ont pas cette expérience de développement des curricula. Et en dehors de tout, et sans impliquer le monde du travail qui va après employer ces jeunes-là. Et donc, il y a des inadéquations qui vont se créer à ce niveau. Alors, cette analyse montre qu'on peut envisager un projet avec au moins 2 composantes ou des projets dans 2 domaines, l'amélioration de l'employabilité et aussi la promotion de l'auto-emploi. Parce que même si vous formez des gens à l'université, ils ont des diplômes et tout, ou à d'autres niveaux, mais il n'y a pas d'emploi, on a gelé les recrutements, donc il faut aussi, on va peut-être prendre le peu dont les entreprises ont besoin, mais il faut aussi envisager l'auto-emploi, et l'auto-emploi organisé, c'est à travers les questions d'entrepreneuriat des jeunes. Et ici, le domaine de l'agroalimentaire est une priorité. Donc, voilà comment on peut faire une analyse du contexte et les conclusions qui peuvent être tirées de cette analyse pour préparer un projet. Alors, maintenant, on vient aux objectifs. Alors là, moi, je vais faire les objectifs pour 2 projets. Le premier projet, on a parlé de l'auto-emploi des jeunes parce qu'ils sont dans le secteur informel. Premier projet, c'est l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes à travers la création d'un incubateur de création des entreprises agroalimentaires. Donc, ici, il y a le forum de renforcement des capacités en agriculture qui a lancé un appel aux universités pour soumettre des projets dans ce domaine-là. Donc, déjà ici, le cadre est plus ou moins tracé, c'est les universités. Les universités, évidemment, membres de cette organisation. Et donc, dans le cas qui nous concerne, c'est l'Université du Burundi. Et il fallait préparer un projet dans ce cadre-là. Le contexte, c'est plus ou moins le contexte que je viens de présenter. Évidemment, ce projet, se limitant à une université, peut-être que les éléments du contexte ne doivent pas être aussi développés, aussi élaborés, mais on tire beaucoup d'éléments de ce que j'ai présenté pour justifier, parce que le contexte, c'est pour justifier la pertinence, la nécessité d'un tel projet. Et donc, on a eu le contexte. Après, on a dit on utilise ce contexte pour créer cette entreprise, cet incubateur. L'incubateur, comme j'avais dit hier, c'est juste une structure qui est là pour aider les jeunes qui veulent créer des entreprises. Ils viennent avec des idées. Je vais, par exemple, créer une entreprise qui va fabriquer des jus d'ananas, qui va produire des semences améliorées, une entreprise qui va faire... Alors, il vient avec l'idée. Maintenant, vous l'aidez à travers des formations. Il faut d'abord qu'il maîtrise comment on crée tout ça, comment on gère et tout. Et donc, il y a des formations qui doivent être faites. Parfois, il a besoin d'un espace pour s'installer, peut-être des matériels informatiques, des contacts avec l'extérieur. Et donc, vous l'aidez dans ce sens. Et l'idée ici, l'objectif général, c'est qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui soient créées dans ce domaine-là. Voilà l'objectif général. Créer à l'Université du Burundi un incubateur qui soutient la création d'entreprises agro-industrielles. Si vous êtes parvenu à soutenir la création, vous avez atteint les objectifs du projet. Mais bien sûr, il y a des objectifs spécifiques. Parce que pour faire ça, il faut passer par un certain nombre d'actions qui peuvent être traduites en objectifs spécifiques. Alors ici, cet objectif général va se mettre en œuvre à travers un certain nombre d'objectifs spécifiques. D'abord, il y a des groupes qui vont être... Les entreprises, ce n'est pas des entreprises pour une seule personne. Ici, on privilégie des groupes. Il y a un groupe, on va leur donner les compétences professionnelles, l'entrepreneuriat, et dans ce domaine-là, pour pouvoir développer. Donc, un des objectifs, fournir au groupe cible des compétences professionnelles et entrepreneuriales nécessaires pour le développement des entreprises. Un autre objectif, on sait que on ne peut pas faire ça seul, même si nous avons ici un incubateur à l'école doctorale, mais seul, on ne peut pas vraiment arriver on ne peut pas arriver à réaliser l'objectif général.
Donc, un des objectifs spécifiques serait de développer des partenariats avec d'autres incubateurs, avec d'autres institutions, notamment quand il faut donner des formations. Ici, nous n'avons pas peut-être ces compétences, mais il y a des gens ou des entreprises ou des incubateurs qui ont ces compétences-là, qui peuvent aider et à travers ce partenariat à former des gens. Donc, c'est un objectif spécifique. Et l'autre, ici, on sort un peu du cadre de l'université et soutenir des petites entreprises agroalimentaires existantes par la recherche, le développement et les services et par l'éthique. Parce que prenez par exemple des entreprises qui sont organisées au sein ou qui sont en relation avec des centres de recherche de la famille. C'est quand même des compétences qui sont là, des laboratoires qui sont là, qui peuvent être utilisés pour aider les petites entreprises qui sont à l'extérieur pour faire des analyses, pour être formées sur ceci, cela. Alors, il y a des services comme l'éthique, par exemple. Nous sommes en train de, comme je l'ai dit, de développer une plateforme comme celle-ci pour l'incubateur. Alors, on ne va pas former uniquement les gens qui ont créé des entreprises au sein de l'Université du Burundi, parce qu'on peut former plus. Donc, on va ouvrir, et ça, c'est un des objectifs spécifiques. On aura créé à l'université, on aura renforcé les capacités, mais aussi au-delà, on aura eu Alors, bien sûr, les objectifs et les relations et les résultats attendus sont liés. Et alors, comme résultat attendu, on s'attend à ce que les compétences entrepreneuriales des jeunes qui vont s'impliquer dans ces entreprises soient améliorées. Ils viennent avec quelques compétences, mais limitées. Alors, on va leur donner d'autres compétences à travers plusieurs types de formations ici, des formations en ligne, des formations par nos partenaires. Et donc, ça, c'est un résultat. L'autre résultat, on avait proposé qu'il y ait au moins 10 entreprises qui soient créées. Ça, c'est déjà fait. Les entreprises ont été créées à l'API. Et donc, l'autre résultat, il faut qu'il y ait quelques produits qui soient développés et commercialisés. Et nous sommes en train de soutenir ces entreprises-là dans ce sens-là. Donc, voilà, on est parti de l'analyse du contexte. On a montré que l'idée de créer des programmes d'auto-emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat sont des programmes pertinents, en tout cas pour l'Afrique, pour le Burundi. On a défini les objectifs pour cela et objectifs généraux, objectifs spécifiques et les résultats attendus, et on les a définis aussi. Alors, il y a un deuxième projet sur lequel je voulais rapidement parler. Il s'agit de la création d'un programme de formation de niveau master en entrepreneuriat des jeunes en agroalimentaire. Alors, la situation, par exemple, ici au Burundi, c'est que les jeunes, ils font des études de bac, mais quand ils terminent, il y en a beaucoup qui ne sont pas employés. Donc, l'idée, c'est récupérer ces jeunes-là, bien sûr, essayer de voir s'ils remplissent les conditions pour entrer dans ce programme de master et créer des masters. Mais, alors ça, c'est un projet qui est soumis à l'Union européenne dans le cadre de Erasmus+, développement de... Donc, il y a des conditions. On ne peut pas travailler seul, il faut travailler avec quelques partenaires au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau européen. Alors, c'est pour ça que l'objectif principal, c'est de créer ce master multipôle. C'est-à-dire, il y a une partie qui va être... Nous avons identifié des partenaires au Congo, en Tanzanie, et donc une partie des formations se fera ici, une partie se fera dans les autres institutions partenaires. Maintenant, il faut mettre tout ça en réseau pour que les formations dispensées là-bas puissent être bénéficiées aux autres. C'est toute une organisation nouvelle qui n'était pas là. Mais voilà. Et donc, on met aussi à contribution les partenaires européens qui viennent. Ça, c'est une exigence de l'Union européenne. On a aussi des partenaires européens. Et donc, le développement, l'objectif principal, c'est créer ce programme-là, multipôle, en entrepreneur des jeunes dans ce domaine. Mais il y a plusieurs objectifs spécifiques. Ici, j'en ai mis seulement 2. Pour arriver à cela, il faut bien sûr
développer de nouveaux programmes, parce que ces programmes n'existaient pas. Et développer de nouveaux curricula qui soient maintenant ciblés sur les besoins de ces formations. Alors, il faut aussi, comme objectif spécifique, renforcer les capacités des enseignants, parce que les enseignants n'ont pas peut-être... Alors, ce que je n'ai pas dit, ici, l'objectif, il y a deux types de filières ou deux stratégies de formation. Il y a, pour répondre à l'employabilité, on forme des gens, on forme des jeunes en collaboration avec les entreprises. Donc, une partie de la formation s'est faite au sein de l'entreprise dont les besoins correspondent au programme que nous voulons développer, et cela dans les différentes universités membres. Alors, maintenant, il y a une autre partie, ça c'est pour l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. Les gens sont formés, par exemple, au sein des incubateurs. Heureusement, toutes ces universités membres disposent des incubateurs. Au niveau européen, il y a un réseau d'incubateurs qui participent au projet. Donc, les gens sont formés et dans les entreprises, mais aussi dans les incubateurs et aussi sur le terrain à travers, par exemple, les coopératives qui existent et ainsi de suite. Alors, les enseignants ne sont pas formés à cela, et donc on va les former pour pouvoir réaliser l'objectif général, et donc ça fait partie des objectifs spécifiques. Il y a d'autres objectifs spécifiques que je n'ai pas listés ici, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un objectif général, mais pour arriver à cet objectif général, il y a des objectifs spécifiques qu'il faut définir et qui permettront aussi de suivre la mise en œuvre du projet. Alors, les résultats attendus, ici j'ai pris des choses en vrac, mais normalement les résultats doivent être, comme j'ai dit, smart, c'est-à-dire ça doit être mesurable, réaliste, ça doit être limité dans le temps, et ainsi de suite. Et ça doit être formulé de façon spécifique. Donc ici, parmi les 4 résultats, je dirais il y a des jeunes diplômés qui sont diplômés, mais qui sont diplômés avec des compétences pour être compétitifs sur le marché du travail. Donc, ça, c'est un des résultats attendus. L'autre résultat, c'est toujours sur les compétences. Il y a une nouvelle génération, mais avec des compétences qui soient compétitives au niveau international. Alors, l'autre résultat, comme on travaille avec les universités européennes, réduire l'immigration des jeunes qui traversent le Sahara, traversent la Méditerranée pour aller en Europe. Et ça, c'est un des résultats attendus. On espère qu'on va limiter ou réduire le flux des jeunes qui vont là-bas. Et puis, améliorer la productivité agricole à travers les entreprises et à travers l'entrepreneuriat. Donc, voilà quelques-uns des résultats attendus de ce deuxième projet. Mais comme je disais, les résultats attendus, il faut qu'on les mette en lien avec les objectifs généraux et objectifs spécifiques. Donc, voilà un peu la démarche. Maintenant, il y a la question des revues de littérature. Nous l'avons fait à travers les documents, les rapports des Nations Unies, les rapports de l'Union africaine. Parfois, quand vous lisez ces documents, parfois il y a des informations qui sont un peu contradictoires ou qui ne vont pas dans la même direction. Vous devez choisir ce qui va vous aider à plaidoyer pour l'activité que vous voulez réaliser. Mais pour des sujets qui sont vraiment plus focalisés sur la recherche, vous savez comment on fait la revue de littérature. Vous l'avez fait, par exemple, les doctorants l'ont fait avec le cours du professeur Okebukola pour finaliser leur sujet. Vous savez comment on fait la revue de littérature. Il faut montrer que ce projet va apporter un plus par rapport à ce qui est fait par les autres. Par exemple, ici au Burundi, si vous prenez le cas de l'incubateur, il y a d'autres jeunes qui ont des activités comme ça, mais nous avons montré que nous apportons une innovation, d'abord parce que l'incubateur se trouve à l'université. Donc, les activités sont basées sur les produits de recherche, produits par des centres de recherche ici. Et donc, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est quelque part en province là-bas, qui fait l'agriculture de façon traditionnelle. Et donc, il faut montrer, par exemple, qu'en faisant cette revue de littérature à travers les rapports, les publications, montrer que vous apportez quelque chose de plus. Il y a une innovation qui vient
non seulement le sujet est pertinent, mais aussi le sujet apporte par rapport à ce qui est fait quelque chose de plus. Et nous, par exemple, pour l'incubateur de l'Université du Burundi, ce qu'on apporte de plus, c'est parce qu'on vient avec des produits qui sont passés par des processus de recherche et qui sont pratiquement des produits nouveaux qui n'existent pas encore sur le terrain. L'autre innovation, c'est comment nous renforçons la capacité des jeunes entrepreneurs. Au lieu de les former en face à face, nous allons mettre ça en ligne, comme nous le faisons maintenant, et inviter même des incubateurs ou des experts d'autres pays, que ce soit des pays africains, européens, et qui vont leur donner des connaissances, peut-être qui ne sont pas disponibles ici. Donc ça, c'est quelques-uns des éléments qui vont sortir de la revue de littérature pour encore donner plus de valeur au projet que vous soumettez aux donateurs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et j'ai fini et on peut passer aux questions, clarifications, contributions, etc. Merci beaucoup. Je crois que Lambert va maintenant prendre gérer les questions. Les gens qui veulent intervenir, il va vous demander d'activer le micro et puis de prendre la parole. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Jacques et je suis doctorat en études théâtrales. Bien sûr, l'exposé de notre professeur Zedo m'a donné des éléments de réponse à mon inquiétude parce que, comme nous voyons, que ce soit les organisations internationales, que ce soit le gouvernement burundais, que ce soit l'Union africaine, le gros des gros vont dans certains secteurs. Mais si on analyse nos universités, par exemple, le secteur agroalimentaire occupe vraiment moins d'espace si on compare avec d'autres domaines. Alors, les deux projets que nous venons de voir peut-être donnent des pistes pour les personnes qui sont dans le domaine agriculture, élevage. Alors d'autres domaines, par exemple, pour pouvoir le financement et faire des recherches dans le domaine de la littérature, domaine de théâtre, par exemple, comment on doit faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a des voies de sortie? Il y a des pistes? Parce que nous voyons que nous risquons de terminer les 3 années sans vraiment avoir des opportunités. Même les appels à bourse qu'on voit sont focalisés dans ce secteur-là avec l'inclinaison qui est visible. Alors, quels sont les conseils qu'on donne à ces personnes qui sont dans d'autres domaines? Pour mon cas, qui est déjà 2 ans en tant qu'étudiant doctoral, mais sans opportunité vraiment de bourse et sans une association entre la recherche et le marché du travail. Merci, c'est ça ma question. Très bien, on va peut-être prendre d'autres questions et puis il y a Ferdinand. Il peut activer son micro, Ferdinand. Oui, Ferdinand. Ferdinand, on t'entend pas? Monsieur Ferdinand, on ne te reçoit pas. La voix ne sort pas. Peut-être on peut passer au suivant et puis quand il est disponible, quand il est prêt, il va prendre la parole. Je crois qu'il y a un problème au niveau de son ordinateur. J'ai un problème de communication, ça ne marche pas? Non, ça marche, Ferdinand. Lambert, ça marche? Oui, on te reçoit, tu peux parler, tu peux poser ta question. Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité et beaucoup plus sur la qualité de l'intervention du professeur. Je vais revenir sur la question qui a été posée par les collègues, et notamment quand vous observez sur l'exposé, c'est 1/3 des jeunes qui sont en chômage, si on peut le dire ça, avec les projections d'ici
d'ici 2025, on pourrait encore avoir un lot important de jeunes. Alors, là où je suis en train de me faire une réflexion, il est vrai que l'entrepreneuriat, c'est à développer. Mais l'entrepreneuriat ne peut pas tout consommer. Mais je me dis, le nombre de jeunes qui ne seront pas consommés dans l'entrepreneuriat, ils risqueraient de se reconvertir dans les groupes armés ou soit dans d'autres groupes déviants. Or, ce groupe-là déstabilise encore la société. Et du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous qui sommes, par exemple, dans les domaines de la gestion des conflits, nous avons ces jeunes qui sont là, de toutes tendances confondues. Mais il n'y a pas de financement de recherche. On veut faire l'entrepreneuriat dans le contexte où la paix, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de piste de solution de recherche des fonds pour ça. Est-ce que, monsieur le directeur, vous pouvez nous orienter ce qu'il faut faire? Et parce qu'on risque de créer les emplois, on a un contexte environnemental moins sécurisant, ce qui fait qu'on va toujours revenir au cercle de départ. Voilà ma première intervention. Je ne sais pas si je peux avoir un commentaire. OK, on prend encore 2 ou 3 questions, commentaires. Il y a Ramadan, Nyandwi peut commencer, puis Kibambi. Ramadan, tu peux activer ton micro. Oui. Une présentation enrichie et basée sur le contexte burundais. Je trouve que c'est vraiment une information qui était vraiment qui est très importante et qui est vraiment qui va nous mettre à jour sur la création d'emplois, surtout pour les jeunes ici au Burundi et surtout pour les jeunes doctorants qui sont en train de... Mon intervention, je voulais tout savoir tout simplement sur l'incubateur. Est-ce que vous allez seulement prendre les jeunes de série ou bien même les jeunes doctorants qui sont à l'Université du Burundi peuvent vraiment participer à cet incubateur-là? Merci. Encore une question ou 2? Ah oui, Kibambi, puis Christian. Oui, merci, monsieur le professeur, pour la présentation. Et elle a été particulièrement inspiratrice pour moi qui m'intéresse à l'agripreneuriat, notamment du point de vue intégration de l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne dans le libre marché. Mais j'ai quelques inquiétudes. La première, c'est au niveau des risques du projet. Je n'ai pas perçu dans votre exposé la prise en compte de certains risques au niveau de ce projet, notamment qu'est-ce qui pourrait empêcher que les objectifs ne soient pas atteints. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de nous éclairer par rapport à ça, les risques qui feraient que certains objectifs que vous avez relevés ne puissent pas être atteints. Également, je suis particulièrement intéressé par la conflictualité entre l'agriculture paysanne, familiale, africaine, qui est réputée être durable, biologique, et donc la conflictualité entre ce mode de production agricole et l'agribusiness ou l'agriculture d'entreprise moderne. La plupart des produits agricoles qui sont intégrés sur notre marché, ce sont des produits qui viennent sérieusement nous concurrencer et qui viennent concurrencer du moins l'agriculture paysanne. Alors, je suis en train de m'inquiéter quant à savoir si la promotion de l'agripreneuriat dans le cadre de la jeunesse ne pourra pas accroître cette concurrence au détriment de l'agriculture paysanne, du fait que cet agripreneuriat juvénile pourra exporter les méthodes de production qui sont censées être moins durables. Merci, monsieur le professeur, pour votre réponse. Merci. On prend une dernière, Christian, et puis on va répondre. Oui, bonjour. C'était un rapport, oui. En fait, je voulais poser la question par rapport à l'incubateur qui va être créé à l'Université du Burundi. Surtout, comme vous l'avez
présenté dans votre présentation qui était tellement riche d'informations et de connaissances. En fait, par rapport au Burundi, il y a un organisme qui s'appelle BBN qui accompagnait surtout les jeunes lauréats d'université dans la création et l'accomplissement des projets, surtout dans l'agrobusiness, surtout. J'ai eu une chance de participer dans l'une de leurs formations, mais il y avait un souci, il y avait un encadrement côté financier, élaboration du projet, mais le problème que tous les projets rencontrés, c'était sur le plan de la mise en pratique ou bien l'accomplissement du projet en rapport avec le suivi ou bien l'accompagnement d'une institution financière. Est-ce qu'avec un incubateur qui va être créé à l'Université du Burundi, il y aura un accompagnement d'une institution financière qui va accompagner, encadrer le promoteur ou bien les promoteurs d'un projet qui va être financé? Merci beaucoup. Ok, je vais rapidement répondre à ces quelques questions et puis on pourra continuer. Et la première question par Jacques, c'était la situation en ce qui concerne les autres domaines de littérature, théâtre, sciences sociales et tout. D'abord, je voudrais dire qu'il y a une évolution. Comme je disais, les références au niveau mondial, c'est les objectifs de développement durable. Alors, les gens croyaient que pendant quelques années, qu'on doit se focaliser uniquement sur les domaines scientifiques. Maintenant, il y a des recherches qui ont été menées qui montrent qu'il doit y avoir une synergie entre les domaines scientifiques et aussi les sciences sociales. Sinon, ça ne marche pas. Et vous prenez par exemple le cas de la médecine. Et vous avez même aujourd'hui, avec le Covid, vous voyez on cherche des vaccins au niveau des laboratoires et tout, mais il y a aussi la médecine traditionnelle qui doit jouer un rôle. Et il y a des pratiques qui sont là, liées à la société, liées pas aux croyances, mais aux pratiques au niveau social. Vous pouvez aller avec des vaccins, avec d'autres produits, mais pour les faire accepter, il y a un certain nombre, il y a un travail qu'il faut faire au niveau de la société, au niveau social. Il y a des pratiques qui sont déjà là. Donc, pour résumer, il y a maintenant, on accepte qu'il doit y avoir une synergie forte entre les sciences humaines et les sciences sociales et les sciences pures dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Alors, maintenant, pour les organisations qui peuvent financer, moi, ce que je voudrais suggérer, c'est que comme chacun doit définir un thème de travail pour ce cours, faire une revue, peut-être à travers Internet, quels sont les bailleurs potentiels. Je crois qu'à travers ça, et nous allons aider, nous allons donner des feedbacks sur ce que vous aurez trouvé. Et je crois que ça sera un pas important pour découvrir ensemble quelles sont les organisations qui financent déjà des activités de la recherche dans ce domaine-là et comment on peut bénéficier de ces financements. Mais je crois qu'il y a des choses qui existent. Il y a des financements qui existent. Il faut tout simplement chercher ces informations. Alors, maintenant, Ferdinand, la question de la paix, je crois que ça c'est une question centrale. On ne peut pas se développer dans des conditions de conflits, de guerre et tout. Et je crois que ça, c'est une préoccupation aussi au niveau mondial, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tout. Encore une fois, il faut qu'on essaie de voir quels sont les programmes qui existent, quelles sont les stratégies, quelles sont les possibilités, mais il y a beaucoup de possibilités. Vous savez, par exemple, prenez le cas de l'Union africaine. L'Union africaine finance, bien sûr, à travers des appuis qu'il obtient des Nations Unies, de l'Union européenne, finance le maintien de la paix en Somalie, en Centrafrique, je ne sais pas où, finance d'autres programmes. Il y a beaucoup de programmes dans ce domaine. Le tout, c'est que, bon, il faut qu'on essaie de faire une petite recherche à travers Internet et voir ce qui existe et comment on pourra exploiter ça. Mais je sais qu'il existe beaucoup de financements dans ces
vous savez que les Nations Unies disposent même d'une université pour la formation dans la paix à Costa Rica. Et en Afrique, il y a un programme comme ça, similaire, qui se trouve, je crois, à Addis Ababa, parce que j'ai été impliqué dans le développement des programmes de ce programme. Donc il existe beaucoup de choses sur ce domaine. Le tout, maintenant, il faut faire un plan ou un programme pour chercher ces informations. Alors, il y avait une question sur l'incubateur. D'abord, l'incubateur est créé, il existe. Nous avons déjà 10 entreprises qui fonctionnent. Je connais très bien BBIN et on voudrait travailler avec eux. Mais comme je disais, il y a des choses que nous faisons que BBIN ne peut pas faire. Parce que nous, l'incubateur est pour le moment intégré dans les structures de l'Université du Burundi. Il y a par exemple des laboratoires de recherche qui contribuent. Et les entreprises travaillent sur des produits qui ont été améliorés à travers la recherche, la FABI et autres. Donc, nous avons des avantages que BBIN n'a pas. Nous avons aussi, comme je disais, nous sommes en train de développer une plateforme comme celle-ci. Donc, les cours que BBIN donne, on pourra voir comment ils peuvent les donner en ligne pour que ça puisse bénéficier à plusieurs personnes. Nous avons des partenariats avec Makerere University qui a un incubateur. Moi, j'ai visité ça plusieurs fois. Nous allons travailler ensemble. Nous avons aussi des partenariats avec un réseau d'incubateurs en Europe. Donc, je crois qu'il y a une complémentarité, mais nous avons aussi des choses à apporter. Et je crois que BBIN ne peut pas faire tout ce que nous faisons. Il y a des choses qui font bien, mais nous allons collaborer pour essayer de voir comment obtenir des résultats encore meilleurs. Alors, est-ce que les doctorants peuvent aussi participer à l'incubateur? Oui, bien sûr. L'incubateur se trouve à l'université. Et d'abord, quand on a fait le projet, les autres, il y a d'autres incubateurs qui sont financés par le forum, mais eux, ce sont surtout les étudiants qui sont impliqués dans ça. Nous avons des enseignants qui peuvent faire des entreprises seuls, mais nous voulons surtout qu'on intègre des étudiants dans ces entreprises pour qu'ils puissent les coacher. Et à la fin, les enseignants ont créé, mais les étudiants aussi ont créé, et les étudiants restent dans un cadre où ils peuvent être soutenus scientifiquement et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas limité les doctorants ne sont pas exclus. Et on pourra voir comment les intégrer. Alors, M. Kibambi avait parlé des risques du projet sur l'entrepreneuriat. Je crois que ça viendra. Ce n'était pas prévu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste l'analyse du contexte. Et nous avons une autre leçon sur l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques. C'est là où nous allons voir comment est-ce qu'on analyse ces risques, comment est-ce qu'à partir de cette analyse-là, on fait des choix stratégiques qui nous permettent, par exemple, de gérer, si cela est nécessaire, les conflits entre l'agriculture familiale et les autres. Donc ça viendra, et je crois que c'est à ce moment-là qu'on va parler de cette question, la question des risques qui peuvent se poser dans la mise en œuvre des projets. Je crois que c'est ça les questions qui étaient posées. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais on peut prendre encore, on a quelques minutes, on peut encore prendre quelques questions. Voilà. Lambert? Il y a René Sabimana qui lève la main. OK. Monsieur René. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Ma question, c'est en regardant l'enveloppe qui est prévue par le Burundi pour financer la recherche, nous voyons que c'est toujours maigre. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ne pas financer la recherche? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs domaines de la vie au pays dont on a besoin beaucoup plus de recherche. Malgré cela, donc, on a laissé de côté ce volet-là. Est-ce que le Burundi pourra réellement se développer sans qu'il y ait des recherches? Je vous remercie.
Oui, d'autres questions? Oui, Ferdinand encore? Oui. Ce n'est pas une question, mais une contribution. C'est par rapport à ce que les professeurs avaient évoqué sur la question de la gestion des conflits. Il y a l'école des métiers de paix qui, à Bamako, a ouvert ses portes. Et il y a également beaucoup d'opportunités en termes de renforcement des capacités. Et j'ai même posté un commentaire dans les groupes que s'il y a des gens qui voudraient aussi faire partie de l'école des métiers de paix à Bamako, c'est déjà ouvert. On peut toujours contacter à travers les groupes que nous avons au niveau de l'école doctorale pour partager les informations. Merci. Très bien. Personnellement, je connais très bien cette école. Hein. J'ai fait 6 ans à Bamako. L'école était là. C'est une école qui fait un très bon travail et qui est financée, qui a des financements. Pas uniquement du Mali, mais c'est une école à caractère régional, reçoit des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, donc, merci pour cette contribution, cette information. Maintenant, pour René, vous demandez si la recherche est une priorité. Moi, je crois que si. Le fait que le gouvernement ait créé un ministère chargé de la recherche scientifique, je crois que ça montre que c'est une priorité pour le pays. Maintenant, le problème de financement, ça ne se pose pas seulement au Burundi. Je crois qu'au monde, partout au monde, il n'y a pas une seule université qui peut financer tous ces programmes de recherche à partir de son budget. Non. Alors, quelle est la stratégie? La stratégie, c'est développer les capacités pour aller chercher ces financements ailleurs. Et ailleurs, ces financements existent. Je vous ai donné hier l'exemple du Centre d'excellence de la Banque mondiale. C'est quand même 8 millions dans le premier groupe, c'était 8 millions par projet. Moi, je sais parce que j'ai évalué plusieurs projets dans le premier groupe, deuxième, 8 millions. Et la plupart, souvent, c'est des dons. Il peut y avoir une petite portion qui est considérée comme un prêt, mais c'est des dons. Alors, prenez une université comme l'Université du Rwanda, avec 4 projets, dans des domaines qu'eux considèrent comme prioritaires. Mais si le Rwanda lui-même devait financer tout ça, il ne serait pas en mesure de le faire. Regardez le cas de l'Éthiopie, 4 projets. Le cas du Nigeria, ils ont, je crois, une dizaine de projets, et puis eux-mêmes, ils ont financé. Le gouvernement fédéral a fait. Donc, ils ont une vingtaine de projets. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est énorme. Les universités américaines, elles-mêmes, vont faire des projets pour chercher des financements auprès du Fonds national de la recherche, auprès d'autres organisations. Donc, la recherche, c'est une priorité, mais il y a les ressources qu'on peut allouer à la recherche sont toujours limitées. C'est très limité par rapport aux besoins. Et ici, dans le cas du Burundi, ce n'est pas seulement spécifique. Hein. Je connais l'université de Dakar, par exemple, qui vivait avec un budget déficitaire pendant presque 10 ans. Une université qui n'arrivait pas peut-être à payer des factures d'électricité, d'eau, parce que les fonds sont d'abord, il y a des domaines prioritaires qu'on ne peut pas compresser, comme le paiement des salaires, comme l'entretien des bâtiments, comme ceci, cela. Et vous trouvez que la recherche, c'est très peu. C'est très peu. Et je crois qu'une des leçons qu'on doit tirer, c'est que ici, la recherche scientifique, c'est une priorité. Il existe un ministère, il existe la Commission nationale de l'enseignement supérieur, de la recherche, Commission nationale de la science, technologie et innovation, qui est chargée aussi de la recherche, de financement des projets de recherche. Mais les fonds qui sont disponibles pour les institutions sont très limités. Donc, notre stratégie, ça doit être de nous renforcer pour aller chercher ces financements ailleurs. Et c'est possible parce que nous avons des exemples avec les pays qui nous entourent ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions. Lambert, il n'y a pas d'autres... Apparemment, non. Ah, ok, donc je crois qu'on va arrêter ici. Et donc l'idée, c'était de vous montrer qu'une fois que le thème est choisi, il faut maintenant faire une analyse du contexte. Et cette analyse doit essayer de justifier pourquoi votre projet est pertinent
pour le pays ou pour le continent ou pour vraiment la région pour laquelle vous voulez mettre en œuvre ce projet. Et l'analyse doit porter sur la situation du pays, mais aussi la situation de la sous-région, la situation africaine et au niveau international. Et le thème doit tout à fait émerger de façon vraiment naturelle de cette analyse. Alors, une fois l'analyse est faite, vous allez montrer quels sont les objectifs généraux, spécifiques, les résultats qui sont liés à cela. Et après ça, maintenant, nous pouvons avancer à d'autres étapes de l'élaboration du projet. Donc, comme devoir, comme on avait dit, chacun va maintenant choisir le thème sur lequel il va travailler. Ensuite, essayer d'identifier quelles sont les sources potentielles de financement des projets dans ce domaine-là. Ensuite, choisir un donateur spécifique qui est peut-être le mieux positionné pour financer cela. Dans notre cas, vous voyez, on a fait l'analyse, on avait d'abord identifié les sources et on a montré que l'Union européenne, Ruforum peuvent aussi financer des projets. Ensuite, on s'est positionné par rapport à l'incubateur, on travaille avec Ruforum pour le moment et donc il y a des exigences. Quand vous développez le projet, vous devez tenir compte de cela. On a aussi choisi de travailler avec l'Union européenne, le programme Erasmus+, renforcement des capacités. Donc, vous faites la même chose et après ça, donc, une fois que vous avez identifié le donateur potentiel, maintenant, vous faites la revue de littérature, pas la revue, l'analyse du contexte pour arriver aux objectifs de votre projet et aux résultats attendus. Et puis, quand vous terminez cela, je crois qu'on peut se donner d'ici lundi soir. Comme ça, on a la possibilité de vous donner des feedbacks avant de commencer la prochaine leçon. Les prochaines leçons, la semaine prochaine, c'est mercredi et jeudi. À la même heure, mercredi de 10h30 à 11h30, jeudi de 10h30 à 11h30. Mais entre-temps, si on a eu vos projets, on pourra préparer des feedbacks qu'on va partager avec vous pour que vous puissiez intégrer ce qu'on fera la semaine prochaine et voir si à la fin du cours, on pourra avoir des projets prêts pour être soumis au bailleur de fonds. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre participation. Aujourd'hui, on avait 43 personnes. Je crois que c'est très encourageant. C'est très encourageant et je vous encourage aussi à essayer de faire ces devoirs. C'est toujours, par exemple, pour Jacques, si tu arrives à identifier ces sources de financement, nous aussi, on va faire peut-être une recherche parallèle et puis mettre les choses ensemble. Je crois que ça sera bien pour vous, pour avancer dans la direction du projet que vous voulez faire. Même chose pour Ferdinand, même chose pour les autres. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et nous espérons que nous aurons vos devoirs d'ici lundi pour que mardi, on puisse regarder, faire des commandes. Merci voilà, beaucoup, merci professeur. beaucoup et bonne journée. Excellent, excellent.